Bonjour tout le monde. Donc on s'était arrêté au niveau de la politique économique et un des instruments on va dire, de visualiser les objectifs de la politique économique. Donc en général, c'est un objectif de croissance économique équilibrée. Donc une croissance économique équilibrée, c'est une croissance économique qui est inclusive, c'est-à-dire qu'elle permet de créer de l'emploi, donc qui permet une réduction du chômage. C'est aussi une croissance économique qui est équilibrée du point de vue des échanges extérieurs, donc pour un solde de la balance des transactions courantes qui doit être équilibré, et une inflation qui est raisonnable. En général, on choisit un objectif d'inflation compris entre 0 et 2%. On va voir pourquoi entre 0 et 2%. On va passer maintenant à ce qu'on entend par les politiques monétaires qui sont expansionnistes ou qui sont restrictives, en convoquant une théorie très importante en économie qui est la théorie quantitative de la monnaie. Donc c'est quelque chose que vous avez pu voir dans votre cours d'introduction à l'économie. Donc que dit cette théorie? Donc je vais zoomer sur la formule ou la principale formule. Euh, voilà, la principale formule, c'est, notez-la bien, d'accord? Donc, on a dit que la politique économique, c'était de la conjoncture, ou quand il s'agit de la conjoncture, c'est d'abord une politique monétaire et ensuite une politique budgétaire. Éventuellement, il y a d'autres politiques, mais les principaux outils ou les principaux instruments qu'utilise le planificateur, c'est-à-dire l'État, pour piloter l'économie, c'est la politique monétaire et la politique budgétaire. On va les aborder chacune séparément. Donc, pour ce qui est de la politique monétaire, d'accord, si vous vous souvenez, la dernière séance, j'avais parlé de l'instrument crédit bancaire. Donc, pour piloter l'économie, j'avais parlé en termes d'objectifs d'inflation, j'avais parlé du crédit. Est-ce que je souhaite favoriser la distribution du crédit à la consommation et du crédit à l'investissement dans l'économie, ou je souhaite au contraire le ralentir? D'accord? J'ai dit, on a parlé en termes de politique économique, on a parlé plutôt d'ajustement, de réglage fin. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de soutenir, de pousser, de relancer l'économie, je vais encourager le crédit bancaire. Quand je veux au contraire stabiliser l'économie, c'est-à-dire j'ai jugé qu'elle a atteint son potentiel ou qu'elle s'approche dangereusement de son potentiel et que ça peut créer des tensions inflationnistes, qu'est-ce que je fais? Je rends difficile l'accès au crédit bancaire en mettant en place un taux d'intérêt qui est relativement élevé, qui dissuade les consommateurs de contracter des crédits à la consommation et qui dissuade les investisseurs de contracter des crédits pour l'investissement. D'accord? C'était ça le principe. Mais d'où vient ce principe-là? D'accord? Il vient de ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. La théorie quantitative de la monnaie qui revient à dire la même chose que la dichotomie entre sphère réelle et sphère monétaire. Donc, c'est des choses que vous avez sûrement vues en introduction à l'économie. Donc, allons voir la formule. La formule, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit M fois V, donc M fois V égale P fois T. M fois V, qu'est-ce que ça veut dire M et qu'est-ce que ça veut dire V? M, c'est la masse monétaire en circulation. Donc, c'est la monnaie qui en circulation. Donc, on parle d'instruments de paiement. Quand je dis instrument de paiement, à quoi je fais référence? Je fais référence à tout ce qui est bon, il y a plusieurs catégories de masse monétaire, il y a plusieurs agrégats de masse monétaire, il y a le M1, M2, M3. Mais pour simplifier, ce sont les instruments de paiement disponibles dans l'économie, c'est-à-dire les billets de banque et les pièces de monnaie en circulation. D'accord? Si je veux réaliser un achat, si je veux acheter un bien ou un service, j'utilise la monnaie. D'accord?
Donc la monnaie, c'est un instrument de paiement. C'est aussi une réserve de valeur, mais c'est aussi un instrument de paiement. Ou c'est un instrument de paiement parce que c'est une réserve de valeur. C'est pas ça le sujet actuellement. Donc j'ai M, c'est la masse monétaire en circulation. V, c'est la vélocité ou la vitesse de circulation de la monnaie. En d'autres termes, combien de fois un billet de banque sert dans l'économie. Donc, si on parle si on parle d'un point de vue macroéconomique, on parle de PIB. Donc, j'ai dit le PIB, c'est l'ensemble des ressources ou des recettes, enfin des richesses, pardon, créées dans une économie pendant un an. D'accord? Pendant un an, on a créé des richesses. Et pour créer ces richesses-là, donc ces richesses, elles sont offertes et en même temps, elles sont demandées. Donc, ce qui est offert est soit consommé, soit investi, soit exporté. D'accord? Et une partie des ressources nous proviennent de l'étranger. Donc, mais ces ressources-là, elles ont bien été réalisées ce sont des richesses réelles, mais qui ont été réalisées grâce à de la monnaie. D'accord? Cette monnaie-là, elle peut servir plusieurs fois. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Le matin, quand je sors de chez moi pour aller à l'université, en général, je sors un billet de 100 dirhams pour faire le plein, pour payer un café, acheter une bouteille d'eau, d'accord? Et aller en cours, d'accord? Est-ce que le billet de 100 que j'ai utilisé aujourd'hui, est-ce qu'il va utiliser une seule fois dans sa vie? Non. Donc, parce que le 100 dirhams, une fois le billet, je l'ai donné au café, ben, le café va l'utiliser pour payer son fournisseur. Le fournisseur du café va aussi l'utiliser pour payer d'autres fournisseurs ou pour payer d'autres achats. Donc, un même billet de 100 peut voyager plusieurs fois pendant une journée, plusieurs fois pendant une semaine, et des milliers, des milliers, des milliers, pour ne pas dire des millions de fois, il peut changer de main pendant une année. Donc, un même billet peut servir plusieurs fois. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de dichotomie entre sphère réelle et sphère monétaire. La sphère réelle, ce sont les richesses. C'est la richesse. Et la sphère monétaire, c'est l'expression de cette richesse-là en termes monétaires. D'accord? Donc, quand je dis M fois V, c'est la masse monétaire disponible dans une économie. En d'autres termes, combien la Banque centrale a imprimé de billets et a mis en circulation de billets dans l'économie. Donc, combien de billets de 100 et de billets de 200 et ainsi de suite sont en circulation dans l'économie et à quelle vitesse ces billets-là circulent. D'accord? À quelle vitesse ces billets-là circulent. Tout à l'heure, j'ai sorti le billet, mais dans mon cas, il y a des millions et des millions de personnes qui font ou qui exercent des millions et des millions d'opérations pendant un an pour créer des richesses. Donc là, c'est la partie gauche de l'équation. Passons maintenant à la partie droite. P fois T. P correspond à ce qu'on appelle le niveau général des prix. Donc ce sont les prix affichés quand vous allez au marché. Quand vous êtes sur un marché, quel qu'il soit, ce sont les prix affichés. D'accord? T, et en général, quand on parle de prix, d'un point de vue macroéconomique, on parle de l'inflation. Ce sont le niveau général des prix dans une économie. La structure de prix dans une économie à un instant donné. D'accord? Fois T. Alors T, ce sont toutes les transactions réalisées dans l'économie. Toutes les transactions réalisées dans l'économie. C'est-à-dire, j'ai réalisé, donc on est plusieurs personnes. Regardez, si on, donc, maintenant, si on doit lire, que veut dire cette équation? Cette équation, c'est la théorie quantitative de la monnaie, c'est la dichotomie entre la sphère réelle
et la sphère monétaire. La sphère réelle ici, la sphère réelle, c'est T, ce sont les transactions. Ce sont les richesses consommées, les richesses investies, les richesses exportées, importées, ainsi de suite. C'est ça, une transaction. P, c'est la structure de prix. C'est-à-dire que chaque transaction, elle s'est faite à un prix qui est donné par le marché. Par exemple, j'ai acheté un café, le café, il fait 15 dirhams. D'accord? La richesse c'est quoi? C'est la consommation d'un café. C'est ça la richesse. C'est un café qui a une certaine valeur. Et cette valeur-là, elle a une expression monétaire. L'expression monétaire, c'est 15 dirhams. Donc, on est plusieurs à prendre un café, donc plusieurs transactions de café à un prix de 15 dirhams, d'accord, qui ont été réalisées grâce, en face, à de la monnaie en circulation. D'accord? Donc, en gros, le PIB, ou la richesse dans une économie, est réalisée grâce à un stock de monnaie en circulation à une certaine vitesse. D'accord? Donc ça, c'est la théorie quantitative de la monnaie. Ça, c'est son équation. Quel est le rapport alors avec la politique monétaire? Donc le rapport avec la politique monétaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout ce qui se passe sur la sphère monétaire est susceptible de créer de l'inflation. D'accord? Donc regardez avec moi. Regardez ce qui est écrit dans cette partie. Donc la politique monétaire, c'est quoi? La politique monétaire, elle vise à réguler la croissance de la masse monétaire, donc réguler M, d'accord? Parce que V, on n'a pas la banque centrale, donc elle imprime la masse monétaire, elle la met en circulation. D'où vient V? V, c'est la vitesse des échanges. D'accord? La banque centrale en tant que telle n'a pas vraiment de pouvoir sur V. Donc, parce que V, il traduit la vitesse des échanges, c'est-à-dire le dynamisme des échanges dans une économie qui, lui, dépend du comportement des investisseurs et des consommateurs ou du comportement des agents économiques. D'accord? La banque centrale, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut augmenter la masse monétaire en circulation ou elle peut baisser la masse monétaire en circulation. D'accord? P, donc ce sont la structure des prix, et les transactions, ce sont les transactions réelles qui sont faites dans l'économie. D'accord? Donc, regardez bien ce qui va se passer. Donc, la politique monétaire, c'est ce qui permet de réguler la croissance de la masse monétaire de manière à ce que la quantité de monnaie en circulation ne soit pas trop importante pour éviter l'inflation. D'accord? Mais en même temps suffisante pour assurer le volume de transactions et ne pas freiner l'activité économique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que la Banque centrale choisisse, compte tenu des transactions, compte tenu de la structure des prix et compte tenu de la vitesse de circulation de la monnaie qu'elle observe, elle doit choisir l'exacte quantité de la masse monétaire qui ne permette pas de pousser l'inflation et en même temps qui ne permette pas le contraire, c'est-à-dire la déflation qui est elle aussi problématique et qui va freiner l'activité économique. Donc on doit trouver un niveau d'inflation et l'assurer. Donc on doit trouver une certaine quantité de masse monétaire en circulation qui ne crée pas de l'inflation et qui ne pose pas un problème de déflation. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'objectifs d'inflation compris entre 0 et 2%. Parce que plus que 2%, ça veut dire qu'il y a trop d'inflation dans l'économie. Et ça témoigne d'un problème de surchauffe dans l'économie. Inversement, quand c'est 0 et en dessous de 0, ça veut dire que les prix n'évoluent pas et donc les agents économiques vont arrêter de consommer et d'investir. Pourquoi? Pour une raison très simple. Si pour moi les prix vont baisser demain, je ne vais pas consommer et je ne vais pas investir. Je vais attendre demain pour que la baisse des prix se réalise pour acheter le moins cher possible.
Donc, on sera tous les agents économiques auraient le même comportement. Donc, on sera tous là à attendre demain, après-demain pour acheter moins cher. Du coup, personne n'achète. Du coup, il n'y a plus d'écoulement de la production. Il y a une constitution de stock. Donc, d'un côté, personne ne consomme, personne n'investit. De l'autre, les entreprises n'arrivent pas à vendre leurs marchandises parce que personne ne veut l'acheter, parce que tout le monde attend une baisse des prix. Donc, il y a un écrasement de la marge des sociétés, il y a une baisse des chiffres d'affaires et on va avoir une faillite de ces entreprises-là puisqu'elles n'arrivent pas à vendre. Pourquoi? Parce qu'en face, tout le monde attend la baisse des prix. Donc, c'est un danger. La déflation, la baisse des prix est un danger que craignent toutes les banques centrales dans le monde. D'accord? Autant l'inflation pose un problème parce que les gens, quand ils commencent à acheter énormément, les prix deviennent de plus en plus élevés et ça crée un problème un problème de distribution de ressources et leur emploi, mais aussi un écrasement ou un effritement du pouvoir d'achat. Autant de l'autre côté, la déflation risque de gripper l'économie parce que tous les agents économiques ne vont pas ou vont cesser de consommer et d'investir ou vont réduire leur consommation et investissement et ils vont concrétiser la baisse des prix, ce qui est dangereux dans une économie. D'accord? Donc, la principale source de création monétaire, c'est le crédit bancaire. D'accord? Donc, la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va jouer sur la masse monétaire ou bien elle va jouer sur le taux d'intérêt, donc le taux d'intérêt directeur, qui va lui permettre d'ajuster la masse monétaire en circulation. D'accord? Donc, ici, allons voir l'idée d'inflation ou d'où elle vient. Regardez, si on prend l'équation telle qu'elle est écrite, donc on va enlever le V pour un souci de simplification. Donc on a M égale P fois T. D'accord? Donc la masse monétaire en circulation permet de réaliser une certaine quantité de transactions au prix donné par le marché. D'accord? Alors, imaginons. Donc ça, c'est le PIB en fait. Ça, c'est le PIB. Le PIB réel. Ça, c'est les prix. Donc l'ensemble, donc P fois T, c'est le PIB nominal. Et en face, on a la masse monétaire en circulation. D'accord? Donc déjà, on a une distinction entre ce qui est monnaie, stock de monnaie en circulation, et en face, on a ce qui est richesse réelle. Alors imaginons par exemple, regardez, imaginons, donc, et ça c'est une égalité. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente la masse monétaire? Donc la masse monétaire, imaginons que la Banque centrale décide d'imprimer beaucoup de billets de banque et les mettre en circulation. Qu'est-ce qui va se passer? Mais rien n'a changé dans le PIB. Mon économie, elle n'a pas changé de taille. Donc le nombre et l'importance des transactions dans une économie n'a pas changé. D'accord? Parce que c'est T. D'accord? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté M. Donc le PIB de mon économie n'a pas changé et j'ai augmenté la masse monétaire en circulation. Pour que cette égalité se maintienne, il n'y a d'autre choix que P augmente. Si P augmente, on a de l'inflation. On a de l'inflation dans cette économie-là. Dit autrement, imaginons qu'on est dans un amphi, d'accord? On est dans un amphi, on a tous des besoins entre midi et 2 pour la pause déjeuner, tout le monde va aller acheter un sandwich, d'accord? Il y a des étudiants qui ont beaucoup de monnaie, il y a des étudiants qui ont peu de monnaie, il y a des étudiants qui n'ont pas de monnaie. Donc on est un peu tous hétérogènes dans cet amphi-là, mais on a tous pratiquement les mêmes besoins. On va aller acheter un sandwich pour ceux qui ont les moyens, 2 sandwichs pour ceux qui ont plus de moyens, et 0 sandwich pour ceux qui n'ont pas de moyens. D'accord? L'idée ici, c'est que quand on va à la buvette ou quand on va au restaurant d'université, le stock de nourriture disponible pendant la journée
Il est prédéfini. D'accord? Il est prédéfini. Si, dans l'amphi, je commence à distribuer des billets de banque, d'accord? Je commence à donner à chaque étudiant 100 dirhams pour sa pause déjeuner. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, si je vous donne tous, chacun 100 dirhams, et que le stock de nourriture dans la cafétéria est prédéfini, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde, comme on a tous plus de billets de banque, donc on a plus de richesses à dépenser, donc on ira tous à la cafétéria, on va chercher à dépenser un peu plus que ce qu'on avait l'habitude de dépenser. Donc le PIB, qui est le stock de nourriture dans la cafétéria, n'a pas changé, mais on a tous plus d'argent à dépenser. Donc qu'est-ce qui va passer? Il va y avoir une forte hausse de la demande par rapport à l'offre disponible. Qu'est-ce qui va se passer? Ceci va conduire à une explosion des prix. Donc, ce qui va se passer, c'est une explosion des prix. C'est pour ça qu'on parle de plus de masse monétaire en circulation dans une économie, si toute chose égale par ailleurs, si le PIB n'a pas changé et que la Banque centrale augmente les billets de banque en circulation, ben, il n'y a pas d'autre choix qu'une augmentation des prix. Donc l'idée ici, c'est que pour contrôler P, qui est l'inflation, donc sachant que T est connu à l'avance, il faut soit, donc si je veux augmenter P, j'augmente M, et si je veux baisser P, je diminue, pardon, une augmentation de la masse monétaire en circulation va se traduire par une augmentation du niveau général des prix, toutes choses égales par ailleurs. Une baisse de la masse monétaire en circulation va se traduire par une baisse du niveau général des prix, d'accord? Toutes choses étant égales par ailleurs, d'accord? Parce que M, en quelque sorte, M, comment vous devriez concevoir M? C'est les moyens, ou c'est M, donc ce sont les moyens de paiement, d'accord? Les moyens de paiement qui permettent donc c'est le moyen de permettre de réaliser les opérations économiques. D'accord? En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je suis devant la cafétéria, mais je n'ai pas de monnaie. D'accord? Je n'ai pas de monnaie dans ma poche. Je ne suis pas pauvre. D'accord? Dans la définition réelle, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas immensément riche et je ne suis pas pauvre. Ça, c'est selon la définition de l'économie réelle. Donc, je travaille, j'ai un salaire, je ne suis pas extrêmement riche, mais je ne suis pas non plus extrêmement pauvre. Là n'est pas la question. Ça, c'est la sphère réelle. La sphère monétaire, c'est qu'au moment où je me présente devant la cafétéria, je veux un café et je veux un biscuit, par exemple. Quand je mets la main dans ma poche, je ne trouve pas de billet de banque. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande est là. Je suis demandeur. D'accord? Mais je n'ai pas les moyens de réaliser cette demande-là. Et donc, une opération économique ne peut pas se réaliser sans monnaie. D'accord? C'est ça l'idée. Alors, imaginons maintenant que j'ai 15 dirhams dans ma poche. Donc, je veux un café, un biscuit, j'ai 15 dirhams, donc je peux me payer ce café et ce biscuit avec les 15 dirhams. Donc, l'opération économique va pouvoir se réaliser. Mais si j'ai plus d'argent que 15 dirhams, si j'ai, admettons, 100 dirhams, ça veut dire que non seulement je peux acheter le café et le biscuit, mais je peux en acheter 2, 3, 4. D'accord? Donc, la masse monétaire, c'est les moyens de paiement qui permettent de réaliser les opérations économiques
plus elles sont disponibles, et puis le nombre d'opérations économiques qui peuvent se réaliser, se concrétiser, est élevé. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va se réaliser. C'est juste la possibilité de réalisation des opérations économiques est très élevée. Donc, si on est dans une économie où les richesses à partager, où les richesses à créer et partager sont limitées, mais qu'en même moment, on a beaucoup de masse monétaire en circulation, il y aura non seulement une forte demande, mais il y aura les moyens de financer cette demande-là. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? C'est l'inflation. D'accord? Et il y a des pays qui connaissent des situations d'hyperinflation. Donc, des pays comme des pays africains, par exemple, pouvaient avoir des gens, je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télé, dans les informations, vous avez certainement dû voir que dans certains pays, pour aller acheter une baguette de pain, les gens pouvaient se déplacer avec des brouettes pleines de billets de banque. C'est ça l'hyperinflation. D'accord? C'est pour vous dire que les billets de banque ou la monnaie ne signifient pas forcément richesse. C'est seulement dans une économie équilibrée qui fonctionne bien où, même s'il faut bien sûr distinguer entre la sphère réelle et la sphère monétaire, ils peuvent se confondre. Donc on est tellement dans une économie équilibrée qu'avoir 100 dirhams en poche, c'est l'équivalent réel d'une valeur de 100. D'accord? Mais si au Maroc, on a une hyperinflation, ben les 100 dirhams que vous pouvez acheter par exemple un kilo de viande à 100 dirhams aujourd'hui, mais s'il y a une hyperinflation au Maroc, ben le 100 dirhams, il vous servira même pas à acheter une baguette de pain. D'accord? Le 100 dirhams, il n'a pas changé. C'est l'économie marocaine dans son ensemble qui a changé. D'accord? Et ce sont des choses auxquelles on va revenir, hein. Ne vous inquiétez pas. S'il y a quelque chose qui vous échappe, normalement, on va y revenir. Monsieur, S'il monsieur, vous plaît, pas de questions. On est en enregistrement. Donc, si vous avez quelque chose, écrivez-la. Donc, la banque centrale, c'est elle qui est chargée d'imprimer et de contrôler la masse monétaire en circulation. C'est pas elle qui crée les richesses. D'accord? La banque centrale, elle ne crée pas la richesse. Elle crée les billets de banque qui nous permettent, d'accord, qui nous permettent d'échanger les richesses. Je vous donne aussi un autre exemple, juste pour vous approcher le plus possible de l'idée de la différence entre sphère réelle, sphère monétaire et l'importance de la monnaie. Donc, imaginons que j'ai un terrain immobilier, un terrain foncier, pardon, un terrain foncier à Casablanca, dans la zone d'enfant supérieur, j'ai un terrain. Donc, ce terrain, sa valeur actuellement, sa valeur est de 5 milliards de centimes. D'accord? La valeur de ce terrain, 5 milliards de centimes. Donc moi, j'ai une richesse équivalente à 5 milliards de centimes. Mais est-ce que ce foncier-là, est-ce qu'il est liquide? Il a une valeur de 5 milliards de dirhams, mais les 5 milliards, les 5 milliards de centimes, je ne les ai pas dans ma poche, j'ai juste le terrain. Pour que je puisse avoir les 5 milliards de centimes, il faut que je vende le terrain à une contrepartie. D'accord? Il faut qu'un autre agent économique vienne acheter ce terrain-là en contrepartie des 5 milliards de centimes. D'accord? Vous saisissez la différence qu'il y a entre les deux. Et la personne qui est venue acheter ce terrain avec 5 milliards de centimes, ces 5 milliards de centimes proviennent bien d'une activité. Donc, il a forcément vendu ou acheté ou stocké quelque chose pour pouvoir obtenir ces 5 milliards de centimes. D'accord? Donc, il y a une différence entre ce qui est réel, qui est la richesse, et donc la richesse, c'est soit, comme j'ai dit, un terrain, c'est la force de travail, donc c'est le nombre d'heures de travail, c'est une intelligence, c'est une compétence, un savoir-faire, un brevet, une propriété intellectuelle, c'est ça la richesse réelle. À ne pas confondre avec son
équivalent monétaire. Donc, j'ai un brevet qui peut me rapporter une rente de X dirhams par mois. Ou que je peux céder sur le marché pour X millions de dirhams à quelqu'un qui veut bien le prendre. D'accord? Donc, très importante cette distinction à faire entre ce qui est sphère monétaire, sphère réelle. Ça, dans la définition de l'inflation, l'objectif n'est pas de définir l'inflation. C'est quelque chose que vous avez déjà vu en première année. D'accord? Là, mon objectif, moi, pour l'instant, c'est pas de définir l'inflation. Je sais que vous connaissez l'inflation. Moi, mon objectif maintenant, c'est de vous expliquer comment fonctionne la politique monétaire. Je dis que la politique monétaire, la politique monétaire, elle s'appuie sur ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. Et la théorie quantitative de la monnaie, c'est ce qui permet de séparer ce qui est réel et monétaire. Juste pour vous dire que tout ce qui se passe dans la sphère monétaire ne peut que créer de l'inflation. Toute augmentation de la masse monétaire en circulation sans création de richesse réelle au préalable ne peut que produire de l'inflation. Donc, si la Banque centrale au Maroc augmente la masse monétaire en circulation sans que, au préalable, l'économie marocaine s'est développée, s'est agrandie, qu'on a créé des emplois, qu'on a créé des entreprises, qu'on a créé des opportunités, ben, cette augmentation de la masse monétaire, elle ne va créer que de l'inflation. D'accord? Si M ne s'accompagne pas par une augmentation de T, qui est le PIB, alors il y aura de l'inflation. D'accord? Mais on va y revenir. Allons voir maintenant le deuxième instrument. Donc la politique monétaire, elle est conduite par la Banque centrale, qui est au Maroc, qui s'appelle Banque al-Maghreb. Vous pouvez aller au site de Banque al-Maghreb pour voir un petit peu comment ça se passe et comment ça fonctionne. Maintenant, on va passer à la politique budgétaire. On va passer à, pardon, voilà. Donc maintenant, il y a la masse monétaire en circulation et il y a aussi, on va le voir plus tard, le taux d'intérêt directeur. D'accord? Le taux d'intérêt directeur, c'est pour simplifier le taux auquel la Banque centrale prête aux banques de second rang, c'est-à-dire les banques commerciales. C'est-à-dire la Banque centrale, la banque commerciale, elle emprunte. Donc là, les banques commerciales que vous connaissez, qui ont pignon sur rue, ce sont les détaillants. D'accord? Et la Banque centrale, c'est le gros. C'est le marché du gros. Donc la Banque centrale, c'est le grossiste. Et les banques, les commerciales, sont les détaillants. Donc forcément, le prix de gros n'est pas le prix du détail. D'accord? En général, le prix du détail est plus cher que le gros. Pourquoi? Parce que dans les marchés de gros, les quantités sont plus élevées et donc on peut faire des économies d'échelle, ainsi de suite. Ça, c'est pour le commerce normal. Pour ce qui est de la banque centrale ou pour ce qui est du marché monétaire, tel que son nom l'indique, donc les banques centrales qui ont besoin de masse monétaire vont l'acheter auprès de la banque centrale.
Et la Banque centrale, elle va pratiquer sur cet argent-là un taux d'intérêt qu'on appelle le taux d'intérêt directeur. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle le marché monétaire interbancaire, c'est-à-dire les banques peuvent acheter auprès de la Banque centrale, mais peuvent aussi s'acheter entre elles la masse monétaire en circulation. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui ont des besoins de monnaie, il y a des banques qui ont des excédents de liquidité, enfin, pardon, des besoins de liquidité, et des banques commerciales qui ont des excédents de liquidité. Et dans ce marché interbancaire, elles peuvent s'échanger à un coût ou à un prix. D'accord? Et donc, la banque commerciale, elle a plusieurs frais. Donc, elle a des charges fixes, elle a des charges variables, elle a des salaires à payer, elle a des loyers à payer, elle a toute une logistique à payer, d'électricité, elle a les salaires à payer. Donc, tout ça, ça a un coût. Quand vous allez voir la banque, quand vous voulez emprunter de l'argent, il vous faut des frais de dossier, il y a des commissions, il y a des taxes. Donc, il y a une cascade de charges qui s'accumulent, d'accord, qui s'accumulent et qui se rajoutent au prix auquel les banques commerciales ont acheté, entre guillemets, leur argent auprès de la Banque centrale ou auprès d'autres banques. Et au final, c'est le taux d'intérêt que vous payez. Donc la Banque centrale a acheté de l'argent auprès, enfin la banque commerciale a acheté de l'argent auprès de la banque, la banque commerciale a acheté de l'argent auprès de la Banque centrale à un taux, par exemple, au Maroc actuellement, autour de 1,5%. D'accord? C'est ça le taux auquel elle a acheté cet argent-là. Mais vous, elle va vous le prêter à 5% pour acheter une maison, par exemple. Dans le cadre d'un crédit hypothécaire, elle va vous vendre cet argent-là, elle va vous faire crédit à 5%. Donc, d'où viennent les 5%? Donc, 5% moins 1,5%. Donc, tout ça, ce sont des charges qui sont payées, notamment financières, qui sont payées par la banque commerciale. D'accord? Donc, quand je dis que la Banque centrale veut faciliter le crédit, si elle veut faciliter le crédit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va baisser le taux d'intérêt qu'elle applique sur l'argent qu'elle prête aux banques commerciales. Donc aujourd'hui, au Maroc, c'est 1,5. Donc demain, si elle veut faciliter le crédit, la distribution de crédit, elle va dire aux banques, je ne vais plus vous vendre à 1,5, je vais le vendre à 1% ou à 0,5%. Donc, du coup, le prix final du crédit pratiqué au client particulier ou entreprise va passer de 5 à 4,5 ou à 4%. Donc, il devient moins cher. Donc, il devient attirant ou attrayant. D'accord? Il devient bon marché, il devient attrayant. Au contraire, quand la Banque centrale veut rendre l'accès au crédit difficile, donc au lieu de facturer 1,5 aux banques commerciales, elle va leur dire, voilà, pour acheter mon argent, maintenant, il va falloir payer non pas 1,5, mais payer 2,5. Et donc, le crédit que je peux avoir actuellement à 4%, je vais devoir payer 5% pour l'avoir. Donc, ça devient plus cher d'obtenir un crédit et donc ça devient dissuasif. D'accord? On va passer maintenant à la politique budgétaire. Donc, tout ça, on va le voir en détail séparément. Donc, la politique budgétaire, donc là, on est dans un autre domaine. Donc là, on est dans le budget, et le budget du Trésor ou le budget de l'État. Donc, elle consiste à piloter le budget. Donc, le budget, c'est quoi? Le budget, c'est d'une part les recettes et d'autre part les dépenses de l'État. Donc, l'État, il a un budget. Le budget doit être idéalement équilibré. Que veut dire le budget doit être idéalement équilibré? Ça veut dire que toutes les dépenses de l'État doivent être assurées par les recettes qu'il va tirer de l'économie. Donc les recettes, en général, ce sont les recettes fiscales
non fiscales, d'accord? Et donc, non fiscal, il y a ce qui est direct, ce qui est indirect. Donc, ce qui est direct, par exemple, c'est l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt sur les sociétés. Ce qui est indirect, ce sont la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée, ou la taxe sur la consommation. Mais ça, ce sont des recettes fiscales. Donc, plus une économie se développe, plus il y a d'échanges, et donc, naturellement, plus il y a d'impôts prélevés sur ces opérations économiques. D'accord? Quand on dit que la consommation augmente, ça veut dire que la TVA va augmenter aussi. Quand je dis que les richesses distribuées dans une économie vont augmenter, ça veut dire aussi que les recettes fiscales vont augmenter. Donc, si vous touchez plus de salaire, donc si vous avez une augmentation de votre salaire, bah forcément, l'impôt tiré sur votre revenu va augmenter. Si une société réalise plus de chiffre d'affaires et plus de résultats, forcément, l'impôt qu'elle va payer à l'État va être plus élevé. Donc, quand la croissance économique est forte, le volume des recettes fiscales prélevées par l'État vont être élevées. Et inversement, si la croissance est faible, ça veut dire que les richesses créées et les opérations économiques réalisées dans une économie baissent. Et donc forcément, les recettes fiscales liées à ces opérations-là vont baisser. D'accord? Si on prend l'exemple de la crise du corona, donc depuis la crise du corona, il y a eu une forte contraction des opérations économiques. Forcément, il y a une forte contraction des recettes collectées par l'État. D'accord? Tous ces restaurants qui ont fermé, tous ces cafés qui ont fermé, ça veut dire que ce sont autant de TVA et de taxes sur le revenu et de taxes sur la société qui n'ont pas ou qui ne vont pas être prélevés par l'État. D'accord? Et les dépenses, bon, ça c'est les recettes, les recettes fiscales directes et indirectes. Bon, il y a les droits de douane, il y a les droits d'enregistrement, ainsi de suite. Il y a aussi les recettes non fiscales telles que les revenus de monopole. Par exemple, l'État détient l'OCP. L'OCP fait remonter des dividendes. Donc, quand l'OCP réalise un bénéfice, donc une partie de ce bénéfice-là est distribuée et c'est l'État qui récupère ce bénéfice. L'État détient aussi Maroc Télécom, il détient Marsa Maroc, donc il détient un certain nombre d'entreprises qui sont profitables et qui lui font remonter des revenus. D'accord? Donc l'État a des recettes fiscales et des recettes non fiscales. Et dans les recettes non fiscales aussi, l'État, c'est quand il vend, par exemple, ses participations. Quand l'État cède une partie du capital des entreprises qu'il détient, ben là encore, ça lui fait un revenu non fiscal. Donc, les ressources de l'État sont essentiellement des recettes, euh, euh, des recettes non fiscales et de recettes fiscales. De l'autre côté, l'État, il dépense de l'argent. Donc, pour payer ses fonctionnaires, pour acheter du matériel, pour entretenir toutes les administrations, tout ça, ça a un coût. Donc, les universités, les écoles, les routes, tous les services, d'accord, ont un coût. Quand on parle également d'investissement, quand l'État investit, ça a un coût. Les infrastructures ont un coût, la gestion, ça a un coût. Il y a des dépenses de compensation, par exemple, quand l'État décide de compenser ou d'assurer un prix fixe à la farine, au sucre, ça a un coût, d'accord, parce que c'est l'État qui va payer la différence. Donc tout ça, ce sont les dépenses de l'État. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que pour fonctionner, l'État a besoin de dépenser, d'accord, pour piloter l'économie, pour exercer ses fonctions régaliennes, pour permettre à ce qu'il y ait des échanges. Tout cela nécessite des dépenses. Et ces dépenses-là, elles doivent être financées. Par quoi elles sont financées? Elles sont financées par les ressources que l'État peut lever dans l'économie. C'est peut être des recettes fiscales, des recettes non fiscales. Alors le problème, c'est qu'il peut y arriver que, et bien sûr les dépenses dépendent aussi non seulement de la taille de l'économie et la taille de l'intervention de l'État, mais dépendent aussi de l'état de l'économie.
D'accord? Dépend aussi des objectifs de l'État, du planificateur. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis que l'État a des objectifs. Donc, je reviens avec vous au processus que je vous ai présenté il y a 2 ou 3 séances. Donc, j'ai dit que le processus de la politique économique, ce sont des finalités, des objectifs, des moyens, des résultats. D'accord? Là, on est dans les moyens. D'accord? Pour atteindre ces objectifs, l'État doit dépenser de l'argent. Et d'où va venir cet argent? Il vient des ressources, des recettes qu'il est capable de collecter. D'accord? Et idéalement, il faut que le budget de l'État soit équilibré. D'accord? Il faut qu'il soit équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire équilibré? Il faut que les recettes ou les ressources fiscales qu'il lève, non fiscales ou non fiscales, toutes ces ressources, lui permettent de financer ses dépenses. S'il veut augmenter ses dépenses, il faut augmenter ses ressources. D'accord? Et qu'arrive-t-il quand l'État n'a pas les moyens de payer ses dépenses pour une raison ou pour une autre? Par exemple, typiquement avec la crise du coronavirus, l'État a dépensé énormément d'argent et en même temps, il n'a pas collecté beaucoup d'argent. C'est-à-dire que les dépenses ont explosé, notamment les dépenses sanitaires, donc pour payer les hôpitaux, pour payer la prise en charge des personnes qui n'ont pas pu exercer des activités, donc pour payer les subventions. Donc l'État a augmenté ses dépenses, mais en même temps, parce qu'il y a eu fermeture d'activité, parce qu'il y a eu contraction, parce qu'il y a eu confinement, l'État n'a pas pu récupérer de l'argent. Donc d'où vient l'argent qui manque? Donc déjà, cette situation ou ce décalage entre les dépenses et les recettes, c'est ce qu'on appelle le déficit budgétaire. Déficit budgétaire. Donc en général, il faut que les ressources soient égales aux dépenses. Quand les dépenses sont supérieures aux recettes, alors je suis dans une situation de déficit budgétaire. D'accord? Ça veut dire que j'ai besoin d'argent ou l'État a besoin d'argent. Et quand l'État a besoin d'argent, il n'a d'autre choix que d'augmenter R. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il peut faire l'État quand il a besoin d'argent? Il est obligé de s'endetter. Donc, l'État a ou est obligé de s'endetter pour financer ce déficit budgétaire. Donc, comme il n'arrive pas à combler ses ressources, comme il n'arrive pas à assurer toutes ses dépenses, donc il est obligé de chercher d'autres ressources. Donc, soit il va vendre des entreprises, donc là on est dans les recettes non fiscales, soit il va augmenter l'impôt, donc il va dire que l'année prochaine il faut augmenter les impôts, soit il peut augmenter son endettement. Et l'endettement, là encore, c'est une charge. Donc dans les dépenses de l'État, il y a aussi les charges d'intérêt. Donc le principe ici est très simple. La politique budgétaire, donc n'oubliez toujours garder à l'esprit l'équation d'équilibre général, Y égale C plus I plus G. Donc G, ce sont les dépenses de l'État. Donc qu'est-ce que j'ai dit au début du cours? J'ai dit que pour augmenter la richesse, pour augmenter le PIB, je peux augmenter C, je peux augmenter I, ou je peux augmenter G, qui est la dépense de l'État. Mais la dépense de l'État, elle a besoin d'être financée. D'accord? C'est là où se pose la question des recettes. Comment on va financer cette augmentation des dépenses? Est-ce qu'on va s'endetter? Donc, est-ce qu'on va s'endetter à l'intérieur du Maroc? On va s'endetter à l'extérieur du Maroc? Ou bien est-ce qu'on va augmenter les recettes fiscales? Donc, on va demander aux sociétés de payer plus d'impôts ou demander aux salariés de payer plus d'impôts sur les revenus? Ou est-ce qu'on va augmenter la TVA? Ou est-ce qu'on va augmenter les taxes douanières? Ou est-ce qu'on va augmenter le nombre d'opérations, enfin de cessions du capital de l'État? Donc, ce sont des questions. D'accord? Et inversement, si je veux piloter Y à travers la politique budgétaire, là encore, il faut baisser G. Et pour baisser G, je dois
Donc, pour réduire ou pour stabiliser le PIB, je peux stabiliser les dépenses et donc, là encore, j'ai des instruments pour le faire. Donc, gardez à l'esprit que là, j'ai d'une part la politique monétaire, donc qui va jouer ou qui s'appuie fondamentalement sur la théorie quantitative de la monnaie, et donc sur la relation entre la masse monétaire en circulation et le niveau d'inflation dans l'économie. Et de l'autre côté, j'ai le bras politique budgétaire que je peux utiliser soit pour faire une relance ou soit pour ralentir, stabiliser une économie. Il y a en plus de cela ce qu'on appelle la politique de revenus, d'accord, et la politique de change. D'accord, la politique de revenus, ce sont des politiques pas forcément, enfin, plus structurelles que conjoncturelles, mais disons que ce sont des politiques qui ont trait à ce qu'on appelle les minima sociaux. D'accord? À combien je vais fixer le SMIC, donc le revenu minimum? À quelle heure je vais fixer le revenu minimum d'insertion? À quel niveau je vais fixer le minimum vieillesse? Est-ce que je vais mettre en place l'AMO ou pas? Est-ce que je vais mettre des filets de sécurité aux personnes qui n'ont pas de revenus? Donc ça a trait à tout ce qui est minima sociaux et donc ça permet aussi de soutenir ou non la demande dans une économie. D'accord? Et ça a bien sûr des répercussions. Parce que quand vous augmentez le SMIC dans une économie, d'accord? Donc le salaire minimum dans une économie, il a deux enjeux. Donc si je veux augmenter la demande dans une économie, si je veux favoriser la consommation dans une économie, donc je veux faire une relance par la demande, donc je veux augmenter la consommation, et je me dis qu'une bonne idée serait par exemple d'augmenter le SMIC. D'accord, le salaire minimum au Maroc qui est en dessous de 3 000 dirhams, je décide de le passer par exemple à 5 000 dirhams. Donc le revenu le plus faible, ou le salaire le plus faible dans l'économie va être 5 000 euros. Enfin, pardon, 5 000 dirhams. Donc c'est vrai que je vais pouvoir augmenter le niveau de vie, c'est vrai que je vais pouvoir augmenter la demande et par la consommation dans l'économie, ça c'est quelque chose de certain. Mais le problème, c'est que je vais aussi augmenter le coût. Parce que le SMIC, c'est aussi ce que paye l'entreprise. Donc une entreprise qui paye le SMIC, si on passe le SMIC de moins de 3 000 dirhams à 5 000 dirhams, ça veut dire que les charges supportées par l'entreprise vont augmenter. L'entreprise va répercuter cette augmentation des salaires sur les prix de vente des biens et des services sur le marché. Et donc les prix augmentent et donc l'inflation augmente. Donc en même temps, je vous ai augmenté le salaire, mais tout ce que vous allez acheter sur le marché, vous allez trouver que le prix a augmenté. Donc là, c'est encore un dilemme. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que déjà, c'est trop chargé pour vous et pour aussi permettre une session de questions-réponses pour pouvoir éclairer tout ce qui n'a pas été clair pendant cette séance.